On voit souvent les images des amphis pleins à craquer, une ambiance presque électrique quand des figures de la France insoumise, bon, comme Louis Boyard ou Manon Aubry, ils viennent parler à l'université. D'où ça vient, au fond, cette espèce de ferveur d'une partie des jeunes pour LFI? C'est vrai que ça frappe, cette énergie. Et ça mérite qu'on regarde ça d'un peu plus près. Alors aujourd'hui, justement, on va essayer de plonger dans cette relation complexe, oui, entre la France insoumise et la jeunesse. On va regarder un peu les questions de radicalisation, de stratégie politique aussi. Et on va s'appuyer pour ça sur une analyse assez détaillée d'Olivier Vial, dont on a eu les éléments. Exactement. Notre discussion, elle va vraiment tourner autour de cette analyse-là qui essaie de décortiquer un peu comment LFI interagit avec les jeunes et euh, bah, comment elle semble utiliser certaines dynamiques qu'on observe chez cette génération. Donc la mission qu'on se donne, c'est d'essayer de comprendre un peu ce phénomène. Pourquoi ce discours LFI, il résonne comme ça chez certains jeunes? C'est quoi le rôle des facs, des universités là-dedans? Et puis, comment ça a évolué cette relation ces dernières années? Bon, allez, on essaye de démêler un peu tout ça. Allons-y. Un premier point important qui ressort de l'analyse de Vial, c'est que LFI n'aurait pas tellement créé une radicalisation chez les jeunes. En fait, ils auraient plutôt identifié et, comment dire, surfé sur une tendance qui existait déjà, qui s'est installée ces 10 dernières années. C'est ça. C'est une nuance intéressante. L'analyse de Vial, elle suggère que LFI a surtout été habile, disons, pour capter un certain air du temps. Il pointe notamment un glissement, un glissement sémantique et idéologique assez net. On serait passé, par exemple, du discours sur le développement durable, qui était somme toute assez consensuel, Oui, un peu lisse même parfois. voilà, à celui de la collapsologie. Et là, c'est beaucoup plus anxiogène, beaucoup plus radical, hein. Et cette idée d'une fin du monde imminente, bon, surtout sur le plan écolo, ça pourrait, pour certains, rendre la violence plus acceptable, Oui, voire légitime, face à ce qui est vu comme une urgence absolue. c'est ce que Vial, lui, ils appellent un terreau fertile. Il pense que ce climat-là, ça favorise une acceptation plus grande de positions qui avant étaient marginales chez les jeunes. Il cite par exemple un sondage Ractive de mars dernier pour appuyer ça. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent ce sondage? Alors selon ce sondage, 40% des jeunes salariés interrogés trouveraient acceptable qu'un chauffeur VTC refuse un client à cause de sa religion. L'exemple qu'il donne, c'est un chauffeur musulman qui refuserait un client juif. 40%. C'est énorme. Ce chiffre, tel que Vial l'interprète en tout cas, ça suggère une évolution assez notable des mentalités sur des questions sensibles, quoi. L'analyse, elle mentionne aussi, dans le même esprit, une acceptation du port du voile qui serait bien plus élevée chez les jeunes générations. Tout à fait. Pour Vial, tous ces éléments, ça décide d'un paysage mental un peu spécifique. Et c'est là-dessus que LFI aurait choisi de s'appuyer. Et c'est là qu'arrive cette idée d'instrumentalisation que Vial développe. L'idée, ce serait que LFI, bon, ayant vu cette sensibilité particulière, cette radicalité un peu latente, chercherait à l'utiliser pour ses propres buts politiques. C'est la thèse de Vial, oui. Il suggère que cette radicalité des jeunes, elle serait vue comme un levier. Un levier pour influencer le débat public, bien sûr, mais aussi l'orientation même du mouvement LFI. Mhm. Il prend l'exemple du collectif On est prêt pendant la campagne des législatives. Ah oui, ce collectif. On avait Camille Etienne en figure de proue, mais il y avait aussi Caroline Dehaas, Sophie Binet. Elles venaient toutes les deux de l'UNEF, le syndicat étudiant historiquement proche du PS. Comment Vial analyse leur rôle? Vial affirme que ce collectif a mis une pression très forte pour l'union de la gauche sous la bannière LFI, ce qui a donné la NUPES. Il parle d'une vidéo où Camille Etienne, tout en reconnaissant que certains propos chez LFI étaient problématiques, Vial les qualifie de misogynes, homophobes, antisémites, aurait quand même appelé à prendre le bus à LFI. En gros, c'était le seul moyen d'arriver au pouvoir et de peser, quoi. Cette notion d'instrumentalisation, elle est assez forte quand même. Comment Vial voit ça se traduire concrètement dans la stratégie de Mélenchon? Vial suggère que Jean-Luc Mélenchon verrait la jeunesse un peu comme une force d'appoint, utile pour peser sur la politique en général, mais aussi parfois pour régler des comptes en interne, faire pression sur des élus LFI jugés moins dociles ou qui prendraient trop de place peut-être. L'Enanus va même jusqu'à faire un parallèle avec
Certaines traditions trotskistes. Oui, Vial y voit une sorte de réminiscence de pratiques observées dans certains courants trotskistes. L'idée de purger un peu les cadres intermédiaires qui prennent trop de lumière et de promouvoir une nouvelle génération souvent plus radicale et surtout perçue comme plus fidèle au chef. C'est une dynamique interne que Vial juge importante pour comprendre la stratégie globale. Et si on regarde spécifiquement le milieu universitaire, cette idée d'instrumentalisation, elle trouverait là un terrain particulièrement propice selon Vial. Pourquoi les campus seraient si réceptifs? Alors, l'analyse de Vial elle donne plusieurs pistes. D'une part, il décrit les universités françaises, surtout dans certaines filières, sociaux, sciences humaines et sociales, comme étant très politisées, avec une culture dominante plutôt de gauche, chez les étudiants comme chez les profs. Et d'après lui, les étudiants qui seraient plutôt de droite, eux, ils auraient tendance à éviter ces filières universitaires. C'est ce que Vial avance, oui. Donc il en conclut que ça crée mécaniquement un public qui est souvent quasiment acquis aux idées de gauche radicale dans ces facs. Un public idéal pour LFI en somme. Mais il y a aussi une histoire plus spécifique, une bataille d'influence avec l'UNEF, le syndicat étudiant, qui était vraiment le bastion du PS pendant des années. Vial identifie un moment clé, c'est ça? Tout à fait. Il situe un tournant vers 2016-2017, au moment des primaires socialistes pour la présidentielle. Au début, c'était Manuel Valls le favori. Et l'UNEF, qui le trouvait beaucoup trop à droite, se serait rapproché de Mélenchon. Vial parle de contact, notamment via William Martinet, qui était une figure montante de l'UNEF à l'époque. Sauf que Valls s'est fait battre par Benoît Hamon à la primaire. Et Hamon, lui, c'est un historique de l'UNEF, un proche. Exactement. Du coup, d'après l'analyse de Vial, l'UNEF aurait complètement changé de stratégie. Ils auraient retiré leur soutien, même implicite, à Mélenchon, pour se rallier à Hamon, leur candidat naturel, quoi. Et ça, Mélenchon l'aurait vécu comme une vraie trahison, selon Vial. C'est la lecture qu'ont fait Vial. Il soutient que Mélenchon, après ça, et après l'échec monumental de Hamon à la présidentielle, aurait décidé de faire payer l'UNEF pour ce qu'il voyait comme un manque de loyauté. Et comment cette volonté de revanche, elle se serait traduite sur le terrain des facs, d'après l'analyse de Vial? Vial affirme que des cadres LFI ont alors activement poussé et aidé à la création d'un syndicat étudiant concurrent. Ils l'ont appelé l'Union étudiante, et c'est une structure très très proche des positions et de l'organisation de LFI. Et ça a marché, apparemment, hein. Oui, l'analyse de Vial montre que cette nouvelle organisation a réussi à marginaliser l'UNEF de façon assez spectaculaire dans les élections étudiantes. L'UNEF serait maintenant souvent troisième ou quatrième, parfois même derrière le syndicat de droite uni, ce qui était impensable il y a quelques années. D'accord. On comprend mieux comment LFI a pu construire sa présence et son influence dans ce milieu. Vial cite d'ailleurs des parcours comme celui de William Martinet, passé de cadre UNEF à député LFI, ou Louis Boyard, qui vient du syndicalisme lycéen, puis un bref passage à l'UNEF avant de devenir une figure LFI très médiatique, comme des exemples de cette stratégie. Absolument. Tout ça, selon Vial, ça aide à expliquer pourquoi LFI remplit les amphis aujourd'hui. C'est une combinaison de facteurs, ce fameux terreau fertile d'une certaine radicalité chez les jeunes, des manœuvres stratégiques bien ciblées comme créer un syndicat maison, et puis bien sûr l'attrait de certains thèmes portés par le mouvement. Et l'analyse de Vial insiste pas mal sur l'antisionisme, comme un discours qui aurait une résonance très forte dans les universités en ce moment. Oui, il fait même un parallèle avec l'accueil que reçoit Dominique de Villepin quand il parle de ça dans les mêmes endroits. Vial suggère que LFI bénéficie et amplifie cet engouement particulier sur la question palestinienne dans le monde étudiant. Si on élargit un peu la perspective au-delà des jeunes et des facs, qu'est-ce qui caractérise la radicalisation de LFI en tant que mouvement, toujours d'après Vial, surtout après 2022? Il pointe deux facteurs principaux. Le premier, ce serait une sorte d'hybridation avec les mouvements activistes. C'est ça. Cette hybridation, elle se serait matérialisée, selon Vial, avec la création du Parlement de l'Union populaire en 2021-2022. Et ce qui est notable, c'est que la coordination a été confiée à Aurélie Trouvé, qui ne venait pas de LFI, mais d'Attaque, où elle était une porte-parole assez connue. Et Aurélie Trouvé, Vial la présente comme la théoricienne d'une stratégie arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, Vial décrit ça comme une stratégie qui vise à fédérer des forces qui vont au-delà des partis politiques classiques. L'idée, ce serait d'assembler des mouvements avec des identités et des façons d'agir très différentes. Le rouge de la tradition politique communiste, le jaune associé aux luttes qu'on dit intersectionnelles, l'arc-en-ciel des combats LGBT+, et le vert de l'écologie radicale. Le but, c'est de créer une coalition plus large,
plus diverse, mais aussi plus tournée vers l'activisme. Ce Parlement de l'Union populaire, ça aurait donc été une sorte de porte d'entrée pour des figures venues de tous ces mouvements? C'est ce que soutient Vial. Il parle de l'arrivée d'activistes d'Attac. Il va même jusqu'à dire qu'une dizaine de députés LFI actuels auraient été salariés d'Attac avant. Mais aussi de l'UNEF, post-rupture, de collectifs écolos comme Alternatiba ou les Amis de la Terre, ici Talma Dufour, ou même de mouvements antispécistes. Et ça aurait eu quel impact sur le fonctionnement et le discours de LFI, cette hybridation, d'après Vial? D'après son analyse, ces nouveaux arrivants, ils viennent de cultures militantes différentes. Et ils importeraient chez LFI des méthodes et des codes qui tranchent avec la politique parlementaire classique. Par exemple, ce que Vial appelle la bordélisation, l'obstruction systématique, perturber les débats, ce serait vu par eux comme un mode d'action normal, voire même souhaitable. Et il pousserait aussi à avoir des revendications plus radicales? Oui, Vial estime que cette intégration d'activistes a entraîné une radicalisation générale du positionnement de LFI. À tel point, dit-il, que le Parti communiste français, qui est un allié traditionnel mais distinct, apparaîtrait presque comme un pôle de modération par rapport à la ligne actuelle de LFI. D'accord. Ça, c'est le premier facteur de radicalisation post-2022 identifié par Vial. Et le second? Le deuxième élément clé, selon Vial, c'est l'adoption de plus en plus nette de ce qu'il appelle une ligne communautariste. Il note que cette ligne, elle est devenue particulièrement visible depuis les événements du 7 octobre 2023, mais il pense qu'elle a des racines plus anciennes. Il relie ça notamment au passé trotskiste de Jean-Luc Mélenchon et de son courant d'origine, l'Organisation communiste internationaliste, l'OCI. L'analyse fait référence à un théoricien trotskiste britannique, Chris Harman, et son livre « Le prophète et le prolétariat » de 1994. C'est quoi le lien que fait Vial? Vial explique que Harman, dès les années 90, il théorisait la possibilité d'une convergence tactique entre des mouvements trotskistes et certains courants de l'islam politique, en particulier ceux proches des frères musulmans. L'idée, c'était de s'unir contre un ennemi commun perçu, l'impérialisme occidental. Il cite l'exemple du parti britannique Respect, qui était une alliance éphémère entre un groupe trotskiste et des organisations musulmanes, comme une tentative de mettre ça en pratique. Et comment Vial voit cette stratégie s'appliquer au cas de LFI en France? Alors, il attribue un rôle important à Daniel Obono dans l'importation de cette ligne idéologique. Elle viendrait, selon lui, de la même tradition trotskiste internationale et elle aurait poussé, via son groupe Socialisme par en bas, d'abord au NPA, puis en se rapprochant de Mélenchon, une approche plus ouverte à certaines revendications religieuses ou identitaires. Ce qui était en rupture avec la tradition laïque historique de la gauche française, y compris celle que Mélenchon défendait au début. Donc une influence idéologique de fond, à laquelle s'ajouterait autre chose. Oui, le Vial y ajoute un calcul électoral qu'il prête à Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, il a raté de peu le second tour en 2022, il lui manquait environ 400 000 voix. Du coup, il chercherait activement ce réservoir de voix dans ce que Vial appelle les quartiers, en ciblant spécifiquement l'électorat musulman. D'ailleurs, Vial note que cette idée de cibler des électorats spécifiques, c'est pas nouveau, ça avait été théorisé bien avant par le think tank Terra Nova, qui est plutôt classé social-démocrate. Et le 7 octobre 2023, ça aurait été une sorte de déclencheur selon cette lecture. Vial le présente comme l'opportunité qui aurait permis d'aligner plusieurs choses. Une stratégie idéologique qui était là, sous-jacente, un intérêt électoral bien identifié, et puis des circonstances politiques internationales. Et cet alignement aurait provoqué une accélération, une affirmation beaucoup plus claire de cette ligne communautariste. Vial relie aussi fortement cette évolution à ce qu'il décrit comme l'attrait puissant et qui existait déjà, de l'antisionisme dans certains milieux, notamment universitaires. Il présente cet antisionisme comme un courant entretenu depuis longtemps parce qu'il nomme les mouvements décoloniales et par des acteurs extérieurs comme les frères musulmans ou le média AJ+, financé par le Qatar. Eux, ils utiliseraient, selon lui, le conflit israélo-palestinien pour critiquer l'Occident. Et dans cette optique, LFI ne ferait que chevaucher cette vague, s'inscrivant dans ce que Vial et d'autres appellent l'islamo-gauchisme. Parlons un peu du livre La Meute, qui a fait couler beaucoup d'encre sur LFI récemment. Est-ce que Vial y a trouvé des révélations fracassantes? Pas vraiment, d'après son analyse. Il pense que l'essentiel de ce qui est décrit dans le livre, les méthodes de management, les tensions internes, tout ça, c'était déjà plus ou moins connu. En tout cas, des observateurs attentifs du mouvement. Ce que Vial retient surtout, c'est la confirmation du rôle central et de l'influence de Sofia Chikirou. La compagne de Jean-Luc Mélenchon, comment Vial l'a décrit? Il l'a qualifiée de femme de l'ombre,
mais une ombre très active et très influente. Il la décrit comme partageant le même caractère qu'il juge nocif et agressif que Mélenchon. L'analyse va même jusqu'à utiliser l'image des Thénardier pour parler de leur duo à la tête de LFI. Ça suggère une sorte de cogestion autoritaire et pas très regardante sur les moyens. Pourtant, malgré ces critiques internes et externes que Vial rapporte, comment il explique que LFI semble garder son leadership à gauche? Vial donne deux raisons principales dans son analyse. La première, c'est l'efficacité de ce qu'il appelle, en reprenant une expression attribuée à Lionel Jospin, le petit théâtre antifasciste. En gros, en agitant sans arrêt la menace de l'extrême droite, LFI arriverait à souder une partie de la gauche derrière elle et à disqualifier les critiques internes ou celles qui viennent d'autres partis de gauche. Tout ça au nom d'un péril supérieur. La fin contre le RN justifierait les moyens, même les moins démocratiques en interne d'après cette lecture. D'accord. Et la deuxième raison avancée par Vial? C'est que LFI détiendrait toujours, selon lui, une sorte de monopole idéologique à gauche. Il estime que les autres courants, notamment la social-démocratie, ils ont du mal à proposer un projet alternatif, crédible, un nouveau logiciel intellectuel qui soit capable de mobiliser. Si on creuse ce point idéologique, Vial suggère que cette hybridation de LFI avec l'activisme, ça l'inscrit dans un courant qui est encore plus radical qu'elle-même. C'est tout à fait ça. Il prend l'exemple de l'Institut La Boétie, le think tank de LFI, qui a invité et même offert une chaire à Andreas Malm. Vial présente Malm comme une figure intellectuelle majeure de la gauche activiste internationale aujourd'hui, mais aussi comme quelqu'un de beaucoup plus radical, notamment sur les stratégies d'action, que Jean-Luc Mélenchon lui-même. À tel point que Mélenchon, vu comme ça, il passerait presque pour un modéré. C'est l'image paradoxale que dessine Vial, oui. Il décrit cette gauche mouvementiste, dont LFI se nourrirait, comme un écosystème assez puissant, basé sur les réseaux activistes, une partie du monde universitaire, certains intellectuels médiatiques, et puis des maisons d'édition militantes. Et cet écosystème serait engagé dans une espèce de surenchère de radicalité. Vial donne l'exemple du sabotage, qui serait de plus en plus banalisé. Oui, il fait référence à une intervention sur France Inter d'une porte-parole des soulèvements de la Terre. Elle aurait dit que l'usage de bombes, c'était juste une question de temps. Et selon Vial, ça n'a pas provoqué de réaction particulièrement choquée sur le plateau. Pour lui, ça montre que LFI puise son inspiration et une partie de ses troupes dans un milieu idéologique qui est potentiellement encore plus radicalisé qu'elle ne l'est officiellement. Si on se projette un peu, comment Olivier Vial voit l'avenir de LFI, disons, dans 10 ans? Sa prédiction, en se basant sur les habitudes de Mélenchon, c'est que le mouvement n'existera probablement plus sous le nom La France Insoumise. Il rappelle que Mélenchon a déjà refait son organisation à chaque grand cycle électoral, le parti de gauche puis LFI, qu'il décrit comme une structure plus gazeuse, plus centralisée autour de lui. On pourrait donc voir une nouvelle structure émerger, peut-être encore plus centrée sur quelques figures clés choisies par le chef? C'est une hypothèse que Vial n'écarte pas, mais le risque majeur qu'il identifie pour l'avenir, il est ailleurs. C'est l'approfondissement des liens, qu'il juge déjà préoccupants, entre la façade politique légale de LFI et des réseaux activistes qui sont de plus en plus tentés par la clandestinité et l'action illégale. Pourquoi ce risque lui paraît si grand? Parce qu'il observe une radicalisation qui s'accentue dans la base militante sur laquelle LFI s'appuie. Une partie de cette base serait en train de passer de la désobéissance civile à l'action directe illégale, voire au sabotage. Et si LFI continue de cultiver ses liens et de s'appuyer sur ces réseaux, elle risque, selon Vial, d'être entraînée sur cette pente. L'analyse va même jusqu'à esquisser des parallèles avec des organisations nationalistes ou révolutionnaires qui ont pu avoir une branche politique officielle et une branche armée ou clandestine. Il pense à l'ETA, au Pays Basque ou certains groupes corses. C'est une comparaison très très forte. Et Vial appuie cette crainte sur des faits concrets. Oui, il mentionne l'augmentation récente d'actions de sabotage qui sont revendiquées par des groupes anonymes. Il cite l'exemple des incendies signés Les Frites. Il note aussi le soutien public et parfois physique, genre présence au commissariat, que des parlementaires LFI ont apporté à des militants antifascistes arrêtés après des actions violentes. Il interprète ça comme une forme de caution politique. Et pour l'élection présidentielle de 2027, comment Vial voit les choses? Il a l'air de penser qu'une victoire classique de Mélenchon par les urnes est peu probable. En effet, il juge que la radicalisation assumée de Mélenchon, ça le coupe d'une partie de l'électorat dont il aurait besoin pour faire 51%. Par contre, il décrit Mélenchon comme un trotskiste dans l'âme, c'est-à-dire, selon lui, quelqu'un qui croit aux circonstances historiques,
au moment de rupture. Donc plutôt qu'une victoire électorale classique, Mélenchon pourrait espérer, d'après Vial, qu'une situation de crise majeure, il imagine par exemple un chaos après une victoire du RN, crée une opportunité de prendre le pouvoir par d'autres moyens. En s'appuyant sur la mobilisation de rue, l'agitation dans les facs, dans certains C'est ça, quartiers. ouais. C'est le scénario que Vial envisage comme étant potentiellement dans la tête de Mélenchon. Une stratégie du chaos qui serait, selon lui, cohérente avec l'évolution qu'on observe chez certains activistes proches de LFI. Ce passage progressif de la désobéissance civile à l'action directe, et puis au sabotage. En résumé, la conclusion de l'analyse de Vial, elle est assez préoccupante. Il voit une LFI qui, en se radicalisant et en étant fragilisée par des révélations sur son fonctionnement interne, comme celle de la meute, rend l'unité de la gauche autour d'elle de plus en plus improbable. Sa trajectoire semblerait moins viser une conquête démocratique classique du pouvoir que s'aligner sur des groupes activistes qui, eux, privilégient des formes d'action qui sortent du cadre légal et démocratique. Donc, si on essaye de synthétiser l'analyse d'Olivier Vial telle qu'on l'a explorée, on a cette tension centrale LFI qui capitalise sur une radicalisation qui existait déjà, surtout chez les jeunes et dans les facs, tout en se radicalisant elle-même par cette stratégie d'hybridation avec des mouvements activistes. Son avenir, d'après cette lecture, pourrait être de plus en plus lié à ces franges radicales, avec un risque de brouiller les lignes entre l'action politique légale et l'action clandestine. C'est une dynamique complexe, oui, avec des implications potentiellement profondes pour le système politique français, tel que l'a décrit cette analyse en tout cas. Et ça nous amène à une dernière question, peut-être une piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Que se passe-t-il quand un acteur politique majeur qui participe aux institutions démocratiques s'appuie et s'aligne de plus en plus sur des forces qui, elles, flirtent avec la sortie de ce cadre, voire le combattent ouvertement? Quelles conséquences à long terme ça peut avoir, pas seulement pour ce mouvement, mais pour la vitalité et la stabilité de la démocratie elle-même? C'est une interrogation qui dépasse le seul cas de LFI et qui mérite sans doute qu'on y réfléchisse.